Mesdames, messieurs, bienvenue à cette leçon inaugurale sur la physique du bulk structuré. Nous allons explorer le fondement de notre modèle. Le point de départ consiste à refuser une identification trop rapide entre le vide physique et le simple espace géométrique. C'est une erreur classique. Dans la plupart des lectures usuelles, l'espace sert à la fois de cadre de localisation et de support géométrique des relations. Mais c'est insuffisant. Pour comprendre l'intuition, imaginez que le vide n'est pas une absence, mais une substance invisible, comme un miel qui imprègne tout. Dans ce miel, tout mouvement est une réponse au milieu. L'espace n'est plus un décor, mais un contenu physique actif. C'est ce que nous nommons le bulk. Il faut distinguer l'espace géométrique, compris comme une structure abstraite de repérage et de métrique pour la description mathématique, et le bulk, qui est le contenu physique réel. Cette distinction n'est pas terminologique, elle est la clé de voûte de notre projet physique. Elle permet d'attribuer les effets physiques non pas à l'espace en tant que tel, mais à un milieu réel, capable de porter un état local. Le milieu conditionne les réponses physiques. Sans cette distinction, deux niveaux fondamentaux se trouvent tragiquement confondus. Le premier niveau est celui de la géométrie pure, les coordonnées, la séparation entre les événements, la structure de description. Le second niveau est celui du milieu physique, la propagation, la dissipation, la stabilité locale et surtout la mémoire du bulk. Plusieurs effets traditionnels gagnent à être réinterprétés comme des effets de milieu. Ce n'est pas l'espace qui agit, mais le bulk. Cette reformulation offre un double avantage. D'abord, elle évite de prêter à l'espace des propriétés physiques inutiles. Ensuite, elle fournit un support naturel pour penser les réponses différentielles des systèmes physiques réels. Elle permet de comprendre les écarts entre la neutralité apparente et la neutralité réelle, ainsi que les effets de mémoire du vide. Passons à la définition minimale. Le bulk doit être compris comme un milieu physique actif satisfaisant plusieurs propriétés clés. Propriété A. Il est distinct de l'espace géométrique. Le bulk n'est pas la métrique. Il est ce qui remplit physiquement le vide. Propriété B. Il possède des états locaux. Le bulk n'est pas homogène par principe. Il change selon une variable fondamentale. Ces états locaux varient dans l'espace et le temps, créant une topographie dynamique invisible au premier abord. Propriété C. Il répond à la présence de matière. La matière agit comme une source ou une contrainte directe pour le bulk. Le vide n'est pas un spectateur. Il est sculpté, comprimé ou dilaté par la présence de chaque particule massique. Propriété D. Il conditionne les réponses physiques. Horloge, oscillateur et temps de trajet dépendent de l'état local du milieu. Les pertes effectives et les réponses dissipatives ne sont pas des constantes, mais des signatures de l'état du bulk environnant. Propriété E. Il possède une structure plus fine que son premier ordre apparent. Il n'est pas réductible à une lecture grossière. Le bulk porte la mémoire et des différences locales invisibles, structurées bien en dessous de nos seuils de perception habituels. Cette définition minimale suffit à faire du bulk une entité physique réelle, sans exiger pour l'instant de microphysique fermée. Pour éviter tout contresens, précisons ce que le bulk n'est pas. C'est une étape cruciale pour notre rigueur méthodologique. Le bulk n'est pas une forme de gaz raréfié ou de matière ordinaire très diluée. Ne tombons pas dans cet écueil simpliste. Il n'est pas non plus une simple métaphore du vide pour faire de la poésie. C'est une réalité physique, calculable et mesurable. Il n'est pas un synonyme d'espace. L'espace décrit les positions, le bulk décrit l'état du milieu où ces positions existent. Le bulk est introduit à un niveau effectif. Nous le traitons comme un milieu réel sans imposer de microstructures prématurées. Cette prudence est importante. Elle protège notre projet contre une spécification hâtive qui pourrait s'avérer fausse par la suite. La conséquence directe est majeure. Dès que le vide est traité comme bulk, les phénomènes changent de statut interprétatif. Une différence de cadence ou de phase n'est plus une propriété de l'espace abstrait. Elle est la réponse d'un système plongé dans un milieu. Cela implique que toutes nos observables sont médiés. Ce que nous voyons n'est pas l'objet nu, mais l'interaction objet-milieu. Nos expériences deviennent des comparaisons de réponses à un milieu localement structuré. C'est un changement de paradigme. Le vide n'est plus un décor de fond, un rien sur lequel les objets se déplacent. Il possède une réalité physique minimale, entière. La gravité elle-même peut être relue comme un simple effet du milieu. La neutralité apparente masque une structure fine. Cela nous impose une discipline de lecture. Face à un phénomène, demandez-vous s'il est géométrique ou s'il est une réponse au milieu. Notre règle simple, ne jamais attribuer trop vite à l'espace ce qui peut être relu comme une réponse directe au bulk. C'est crucial. Cette règle prépare le chapitre suivant, où le bulk recevra enfin sa variable d'état fondamental explicite.
Nous arrivons au cœur du sujet. Nous avons posé les bases. Distinction, milieu actif, réponse médiée. Le voyage dans la physique du bulk ne fait que commencer. Messieurs, mesdames, je vous remercie pour votre attention soutenue. À très bientôt pour la suite de ce grand traité. Mesdames, messieurs, chers étudiants de la théorie TVS, nous entamons aujourd'hui une leçon capitale, une plongée monumentale dans les fondations de notre modèle. Bienvenue dans l'étude du chapitre 2. Une fois la distinction établie entre l'espace géométrique et le bulk, nous devons franchir un second pas décisif, doter ce milieu physique d'une variable d'état fondamentale. Sans cela, le bulk resterait une simple intuition. Le choix retenu dans notre cadre est celui d'une variable unique, I, état. Cette grandeur représente l'état local du bulk. Elle constitue le centre mathématique, le cœur vibrant de notre noyau théorique. Ce choix d'unicité n'est pas simplement pratique. Il répond à une exigence de hiérarchie. Une théorie robuste ne doit pas multiplier les objets quasi fondamentaux, mais les organiser avec clarté. Nous distinguons clairement ce qui relève du fondement, des lectures dérivées, des réponses effectives et enfin des extensions phénoménologiques. Dans cette hiérarchie, I occupe seul le premier niveau. Le champ I ne doit pas être lu comme une simple variable géométrique auxiliaire. Il représente l'état local du milieu physique qu'est le bulk. C'est sa densité de présence, sa texture même. Dire qu'il représente l'état local signifie que cette grandeur doit être capable de porter les variations locales du milieu, ses inhomogénéités et sa réponse intime à la présence de matière. Il est la base des effets émergents attribués ensuite au bulk. Autrement dit, il ne décrit pas un objet matériel isolé, mais le bulk lui-même dans son état local. Pourquoi y doit-il rester la variable centrale? D'abord pour protéger le noyau du projet. Sans centre mathématique unique, le modèle risquerait de se disperser entre plusieurs grandeurs concurrentes. Ensuite, pour préserver la lisibilité des couches dérivées. CHU, la mobilité ou les réponses locales doivent être compris comme des prolongements du champ et non comme des fondements indépendants. Enfin, pour permettre une réduction ou une condensation ultérieure. Une bonne théorie doit pouvoir être résumée sans perdre son axe. Ici, cet axe immuable est I. Dans cette version courte, I est traité comme un champ scalaire effectif. Ce choix est volontairement sobre. Il permet d'exprimer l'état local sans surcharger immédiatement la théorie. Le bulk ne possède pas seulement un état, mais aussi une dynamique. Dans sa forme la plus générale, elle est représentée par l'opérateur E agissant sur I, égalé au terme source S. Cette écriture a une fonction précise. E désigne l'opérateur de dynamique, tandis que S désigne les sources ou contraintes agissant sur le milieu. C'est le principe fondamental de notre dynamique. Le bulk n'est pas statique par principe. Il possède une évolution ou un état déterminé par une dynamique propre. La matière n'est pas extérieure à cette dynamique, elle en est la source. Le terme source S n'est pas une abstraction technique. Il exprime que le bulk est physiquement affecté par la matière, la densité, les flux et même l'histoire locale du milieu. Il joue, pour nous, le rôle d'un pivot génératif. À partir de lui, il devient possible de construire une lecture émergente de la gravité, une couche de mémoire fine et une projection régimale. Pour éviter les contresens, précisons ce que I n'est pas. Ce n'est ni une simple variable instrumentale, ni un temps local caché, ni une coordonnée supplémentaire. C'est un champ d'état du milieu. La présence de ce champ change notre vision de l'expérience. Nous ne mesurons pas des grandeurs abstraites, mais nous comparons des réponses physiques dans des régions où le bulk diffère. Nous avons posé la pierre angulaire de notre édifice. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la matière agit sur ce champ pour faire émerger la gravité. Merci de votre attention. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous franchissons aujourd'hui une étape décisive, l'étude de la matière dans l'architecture du bulk. Une fois le bulk distingué de l'espace géométrique pur, nous devons préciser comment la matière s'insère dans cette structure pour engendrer la gravité. La matière n'est pas ici introduite comme simple occupant d'un décor passif. Elle n'est pas une entité étrangère posée dans un vide neutre. Elle intervient comme source locale de contrainte du bulk. Cette idée est centrale. La matière modifie l'état même du milieu qui l'entoure. Le chapitre a pour fonction de montrer comment la présence de matière agit sur le champ du bulk, créant une structuration locale du milieu. Dans la forme la plus générale de l'équation de champ, le terme source S exprime précisément cette idée de contrainte matérielle. La matière intervient par sa densité, ses distributions et ses flux. Le milieu réagit physiquement à cette présence dynamique. Cette réaction détermine l'état local du champ fondamental état. La matière n'est donc pas indépendante,
elle structure son environnement. Cette lecture présente un intérêt théorique immédiat. Elle permet de conserver une chaîne causale plus unifiée que les modèles classiques. Ici, la gravité n'est pas une force ajoutée, mais une entité ayant un lien organique profond avec le vide environnant. Dans notre manuscrit, la chaîne minimale est la suivante. Il existe d'abord un milieu physique actif, le bulk. Deuxièmement, la matière contraint ce milieu. Elle y impose une tension locale qui en modifie la structure. En conséquence, l'état du milieu devient localement inhomogène. Cette structure différentielle est la clé de la suite. Ces inhomogénéités produisent des effets physiques observables, que nous relisons alors comme des effets gravitationnels. Cette chaîne évite de séparer artificiellement la matière, le vide et la gravité. Ils forment un tout cohérent. Définissons la gravité émergente. C'est la lecture où les effets gravitationnels apparaissent comme conséquence des gradients du bulk. Ces gradients sont eux-mêmes produits par la présence de matière. La gravité n'est pas une substance première séparée. L'intuition est simple, ce n'est pas la valeur locale du champ qui importe, mais sa variation dans l'espace. Lorsqu'une distribution de matière modifie le bulk, elle crée une structure spatiale dont découle la force effective. Un bulk uniforme n'induirait aucun effet gravitationnel. C'est l'inhomogénéité qui organise la réponse du milieu. Attention, dire que la gravité est émergente ne signifie pas qu'elle est moins réelle ou secondaire. Elle est physiquement réelle, localement mesurable et structurante pour tous les processus physiques de l'univers. Le manuscrit impose une hiérarchie nette. Niveau 1, présence de matière. Niveau 2, contrainte du bulk. Niveau 3, le champ devient localement structuré. Niveau 4, les gradients produisent les effets émergents. Enfin, niveau 5, les systèmes physiques répondent à ces effets à travers des processus mesurables. Cette hiérarchie protège le projet contre deux dérives, négliger la matière ou détacher la gravité du milieu. Pour être crédible, ce cadre doit posséder un régime stationnaire compatible avec la physique classique. En régime faible champ, le bulk admet une lecture effective compatible avec la limite newtonienne connue. Relire la gravité comme effet émergent change profondément son statut. Elle n'est plus une propriété isolée de l'espace. Elle devient une réponse à la présence de matière, unifiant mieux le vide et la structure de l'univers. Cette lecture est cohérente avec la distinction entre temps intrinsèque et processus physique mesuré. Les horloges ne mesurent pas un temps modifié, mais répondent physiquement à un milieu structuré par la matière. La gravité émergente prépare aussi la couche avancée du projet, notamment la mémoire causale et la structure fine. Elle permet de distinguer l'apesanteur faible de l'apesanteur forte, des nuances cruciales pour notre futur. Précisons enfin ce que la matière n'est pas. Elle n'est pas un simple point test plongé dans un vide neutre. Elle ne court-circuite pas le bulk pour produire la gravité. Tout passe par l'interaction structurée avec le milieu. En résumé, la matière agit comme source de contrainte. Cette contrainte structure localement le champ état. Les gradients produisent les effets émergents et les processus physiques doivent être relus comme des réponses au milieu. Le chapitre suivant développera la distinction entre temps intrinsèque et processus mesuré. Merci de votre attention, chers étudiants. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une leçon capitale, l'étude du temps intrinsèque face au processus physique, une distinction qui fonde toute la rigueur de notre modèle. Après avoir distingué l'espace géométrique du bulk et introduit le champ fondamental, nous devons traiter la thèse la plus structurante du manuscrit. Le temps ne change pas, c'est la matière qui y répond différemment. Imaginez un métronome plongé dans le miel, sa cadence ralentit, ses battements s'espacent. Diriez-vous que le temps lui-même s'est étiré, ou est-ce le mécanisme qui subit la résistance de son environnement? Le cadre du bulk structuré privilégie la seconde lecture. Le temps est le cadre immuable, mais les processus physiques par lesquels nous le sondons sont modulés par l'état local du milieu. Nous définissons le temps intrinsèque comme la grandeur fondamentale de référence. Il n'est pas un mécanisme que l'on pourrait distordre ou accélérer localement. C'est l'arrière-plan pur. Notez bien ceci. Le temps intrinsèque n'est jamais donné directement à la mesure. Nos instruments ne captent jamais le temps en soi. Ils ne font que comparer des systèmes entre eux. Une horloge atomique, un oscillateur ou un signal radio ne lisent pas le temps. Ils manifestent un processus physique dont nous utilisons la régularité pour construire une lecture temporelle. Le manuscrit impose une hiérarchie claire en 4 niveaux pour empêcher une confusion ontologique trop fréquente entre la donnée brute et la réalité du temps. Au niveau 2, nous trouvons les processus physiques locaux, oscillation, transition et temps de trajet. C'est ici et seulement ici que le bulk agit. Le bulk agit sur les processus, non sur le temps.
Des mécanismes peuvent ralentir, des fréquences peuvent varier, sans que le temps fondamental ne soit altéré dans son essence. Pour une rigueur expérimentale totale, nous adoptons une chaîne minimale d'interprétation. Le bulk possède un état local. Cet état est le premier moteur de toute variation observée. Cet état local agit directement sur les processus physiques internes de nos instruments. Ce que nous lisons sur nos cadrans est une réponse différentielle au milieu. C'est une discipline de départ majeure, ne jamais attribuer au temps, ce qui peut être expliqué par une modulation des processus physiques par un milieu actif. C'est la loi du bulk. Cette position est profondément cohérente avec tout notre projet. Puisque le vide est un milieu physique actif porté par le champ état, tout système plongé en son sein doit y répondre. La matière structure le milieu. La gravité émerge de cette structuration. Il serait incohérent de réserver au temps un statut spécial d'indépendance alors que tout le reste est lié. Le niveau 3 de notre hiérarchie concerne les instruments et dispositifs eux-mêmes. Horloge, cavité, fibres. Ils sont les médiateurs concrets de notre curiosité. Enfin, le niveau 4, les données observées, fréquences mesurées, phases, décalage. Ce sont ces ombres que nous devons apprendre à interpréter sans erreur ontologique. Pour les horloges, la conséquence est immédiate. Leur cadence ne vaut pas comme accès au temps, mais comme manifestation locale d'un processus répondant au bulk. Les dérives de cadence, les pertes de cohérence ou les instabilités de phase sont autant de réponses différentielles de nos systèmes à des états du milieu distincts. La même logique s'applique à la propagation. Un temps de trajet n'est pas une durée abstraite inscrite dans la géométrie, c'est le résultat d'un transport dans un milieu structuré. Un signal ne lit pas un temps pur, il traverse un bulk. Sa vitesse et son trajet dépendent entièrement du comportement physique du transport dans ce milieu local. Cette thèse renforce notre programme expérimental. Elle nous force à identifier précisément quels processus sont comparés et quels effets locaux peuvent les affecter. Le raccord avec la gravité émergente est parfait. Les différences de fréquence associées à la gravité sont relues comme des réponses de processus au milieu gravitationnellement structuré. Enfin, nous préparons la couche avancée. La mémoire locale du milieu et sa structure fine. Des régions apparemment proches peuvent produire des réponses différentes. La lecture régimale devient alors claire. Le bulk ne change pas le temps. Il modifie le degré de soutenabilité ou de réponse de certains processus mesurés. C'est la clé du bloc compact. En conclusion, nous disposons désormais d'un cadre rigoureux. Les dispositifs ne mesurent que des processus réels dépendant du milieu. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une leçon monumentale au cœur de la structure du monde. Nous avons posé les bases. L'espace n'est pas vide, c'est un milieu actif que nous nommons le bulk. Mais nous devons aller plus loin. Le premier ordre apparent, ce champ et que nous mesurons, n'épuise pas toute la réalité physique du milieu. Ce chapitre est nécessaire pour franchir une nouvelle étape. Montrer que le bulk possède une structure interne invisible au premier regard. Nous connaissons la distinction entre espace géométrique et bulk, entre matière et source. Mais le milieu est plus riche. L'erreur méthodologique classique est de croire que l'état observable suffit à décrire complètement la réalité du milieu. Deux régions peuvent paraître quasi indiscernables lors d'une lecture grossière, et pourtant différer en profondeur. C'est ici que nous introduisons une couche plus fine, capable de penser les écarts subtils et les persistances structurelles. Si le vide est un milieu physique actif, il est raisonnable de supposer que son état ne se réduit pas à une lecture immédiate. Certaines contraintes peuvent y laisser des traces. Certaines histoires locales peuvent compter dans la réponse du milieu. Plus nous prenons le bulk au sérieux, plus il devient naturel de lui reconnaître une texture interne complexe dépassant l'instantanéité. Voyons notre première grandeur avancée, la mémoire causale, notée MXT. Suivez-moi bien. Intuitivement, c'est le sillage laissé par un nageur dans du miel. La forme du milieu garde l'empreinte de l'action passée. Mathématiquement, M exprime que l'état local dépend de l'histoire locale de contraintes et de sollicitations. Un lieu ne se définit plus par ce qu'il vaut maintenant, mais par ce qu'il a subi dans une fenêtre causale pertinente. Attention, la mémoire n'est pas une entité séparée du bulk. Elle est une couche dérivée de son comportement. Le champ y reste fondamental. La mémoire vient enrichir la lecture sans lui disputer son statut. C'est capital pour la cohérence. Pourquoi est-ce plausible ? Parce que la matière agit sur le bulk de manière structurante, laissant une empreinte résiduelle. Notre programme expérimental a besoin de cette finesse pour distinguer des milieux ayant la même lecture apparente. Passons à la seconde grandeur. L'invariant local de structure fine, noté IE, c'est la texture même du vide.
Imaginez la trame d'un parchemin. De loin, il est blanc. De près, sa structure physique est d'une richesse infinie. IE exprime qu'un état local comporte une organisation physique plus riche que ce que la lecture grossière suggère. Cette grandeur protège le modèle contre une simplification excessive. Le bulk n'est plus un champ lisse et transparent. Elle rend possible une physique des contrastes faibles mais réels, testable dans nos forges topologiques. Mémoire et structure fine sont liées. Un milieu ayant une histoire développe naturellement une structure locale plus riche. Conséquence majeure, la neutralité peut n'être qu'apparente. Un point peut sembler neutre alors qu'il conserve une mémoire. L'apesanteur faible est une neutralité du premier ordre. C'est l'absence de force apparente classique. L'apesanteur forte, elle, inclut l'absence de toute structure fine ou mémoire. C'est un vide au repos total. C'est ici que nous forgeons nos géométries discriminantes, des cas proches en surface, mais dissociables par le bulk réel. Elles nous permettent de construire des expériences différentielles bien plus puissantes qu'une simple mesure absolue. Si nos instruments lisent des processus, alors la mémoire du milieu produira des écarts subtils de cadence ou de phase. Cela prépare la future lecture régimale. La disponibilité du milieu dépend de sa mémoire et de sa structure réelle. Grâce à cette couche, nous justifions la recherche de cas nuls apparents mais structurellement non nuls. C'est la force de TVS. Nous ne cherchons plus un signal absolu, mais des contrastes fondés sur la structure différentielle du milieu. Soyons honnêtes, nous n'avons pas encore verrouillé la forme finale de M, ni classé toutes les géométries, le travail continue. L'essentiel à retenir, le premier ordre n'épuise pas le bulk. La mémoire et la structure fine enrichissent notre monde. Ce chapitre a introduit les grandeurs avancées destinées à dépasser la lecture superficielle du milieu, une étape franchie. Nous pouvons maintenant passer à la mise en forme opérationnelle, la distinction entre apesanteur faible et forte. Messieurs, mesdames, chers étudiants, merci pour votre attention constante. À très bientôt pour la suite du traité. Mesdames, messieurs, chers étudiants, bienvenue dans ce 6e chapitre de notre grand traité consacré au bulk, une leçon de rigueur et de nuance. Aujourd'hui, nous franchissons une étape opérationnelle majeure. Nous allons explorer la distinction cruciale entre apesanteur faible et apesanteur forte et comment elle transforme notre intuition en levier méthodologique. Le chapitre précédent nous l'a montré. Le premier ordre apparent du bulk n'épuise pas sa structure réelle. Un milieu peut conserver une profondeur physique bien supérieure à ce qu'une lecture immédiate du champ laisse deviner. Dans une lecture simplifiée, on pourrait croire qu'une région est neutre dès lors qu'aucune signature gravitationnelle nette n'y apparaît au premier ordre. Mais cette conclusion serait prématurée. Si le bulk possède une mémoire, s'il conserve une structure fine, alors l'absence de signal simple ne suffit pas à conclure à une absence réelle de structuration. Le milieu peut être chargé sans être actif. On appelle apesanteur faible une situation où la lecture de premier ordre suggère une neutralité. C'est une compensation apparente de contributions opposées, un équilibre de surface. Cette neutralité peut venir d'une annulation de signal brut, d'une symétrie locale suffisante, ou d'un état où les observables standards deviennent peu discriminantes. Le milieu paraît neutre, mais il ne l'est pas. L'apesanteur faible ne signifie pas l'absence absolue de structure. Elle empêche de conclure trop vite à une équivalence physique profonde à partir d'une seule observation superficielle. Elle n'implique pas l'absence de mémoire locale, ni l'impossibilité de contrastes expérimentaux plus fins. C'est le point où la couche avancée du bulk devient exploitable dans notre programme de confrontation au réel. A l'inverse, l'apesanteur forte est une neutralité qui n'est pas seulement apparente au premier ordre, mais s'étend à la structure fine et à la mémoire du bulk. C'est le véritable zéro de notre modèle. Ici, la mémoire causale est négligeable et la structure fine ne laisse subsister aucun contraste significatif. Les réponses physiques deviennent réellement indiscernables. C'est une neutralité plus profonde. Pourquoi cette distinction? D'abord, elle nous protège contre une lecture trop grossière. Sans elle, toute compensation apparente serait traitée comme une neutralité réelle, masquant la vérité du milieu. Ensuite, elle rend le modèle falsifiable de manière plus précise. Le manuscrit peut prédire que certaines configurations apparemment neutres restent néanmoins discriminantes sous un test rigoureux. Elle fonde notre logique expérimentale différentielle. Nous ne cherchons pas seulement des signaux forts, mais des différences entre des cas apparemment proches. C'est là que réside la subtilité de la TVS. À partir de là, nous introduisons la notion de géométrie discriminante, une configuration où deux situations paraissent identiques au premier ordre, mais diffèrent radicalement du point de vue du bulk profond.
C'est une stratégie de sélection de cas test. On choisit des configurations assez proches pour contrôler les effets standards, mais assez différentes pour que la structure avancée du milieu se révèle. Ces géométries sont liées à la mémoire causale, MXT. Si un milieu conserve une histoire locale, deux configurations présentes identiques peuvent avoir des états réels différents selon leur passé. Le lien avec l'invariant de structure fine IE est tout aussi vital. C'est cette texture locale qui donne à la géométrie discriminante sa profondeur physique, au-delà de la simple symétrie apparente. Qu'attendons-nous? Un différentiel de phase? Une différence de stabilité temporelle? Ou une dérive plus forte dans un canal que dans un autre? Des écarts subtils mais structurés. Ce chapitre prépare la couche régimale. La disponibilité d'un milieu dépend de sa mémoire et de sa structure réelle. La distinction faible-forte donne de la profondeur à notre future projection régimale. Retenez ce critère. Un vrai cas nul n'est pas une neutralité apparente, mais une neutralité forte. C'est notre étalon pour tous les contrôles et les comparaisons futures du programme expérimental. Nous avons maintenant une couche avancée pleinement opérationnelle. Le chapitre suivant servira de passerelle vers la lecture régimale. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Nous entamons aujourd'hui une session monumentale dédiée au chapitre 7 de notre grand traité. Les chapitres précédents ont établi le noyau théorique. Le champ fondamental I et la mémoire causale M sont désormais nos ancres. Le projet dispose désormais d'une distinction claire entre l'espace géométrique et le bulk, le milieu actif qui nous entoure. Nous avons également défini une lecture émergente de la gravité, issue directement des gradients de ce même bulk. La distinction entre temps intrinsèque et processus mesuré, allié à la mémoire causale, complète notre socle actuel. À ce stade, une question devient inévitable. Comment relire, de manière opérationnelle, ce que le bulk laisse soutenir localement? Ce chapitre constitue la passerelle entre le noyau théorique et la capacité opérationnelle du milieu. Il introduit une lecture compacte et hiérarchiquement contrôlée de ce que le milieu rend possible ou soutenable. Il faut passer d'une théorie de l'état du bulk à une théorie de sa capacité opérationnelle locale. Cette transition est essentielle pour trois raisons. D'abord, elle donne au manuscrit une lecture fonctionnelle plus directe. Ensuite, elle prépare le lien avec les observables. Horloge, propagation et réponse de phase. Enfin, elle constitue la porte d'entrée de la branche régimale complète, incluant la disponibilité et la mobilité. Le principe directeur est simple. Le bulk est un milieu à capacité locale, soutenant ou mobilisant des fonctions physiques. Le premier objet de cette couche est la projection régimale du champ, notée AXT. Cette grandeur exprime dans un canal donné ce que le bulk local laisse encore soutenir. A n'est pas la variable fondamentale, mais une grandeur dérivée jouant le rôle de disponibilité locale. L'introduction de A apporte un gain considérable de lisibilité fonctionnelle au modèle. Le bulk devient un milieu dont on peut demander quel est son degré local d'ouverture fonctionnelle? Jusqu'à quel point soutient-il une réponse? Quelle fonction y reste mobilisable? La disponibilité transforme une théorie du vide en une théorie explicite du possible physique local. Il est crucial de noter que A dépend du champ local, de sa structuration et de sa mémoire éventuelle. Elle dépend également du canal de processus considéré, reliant ce chapitre aux recherches sur la structure fine. Une distinction majeure apparaît alors, celle entre ce qui est contenu et ce qui est mobilisable. Nous l'écrivons sous la forme minimale. L'énergie mobilisable est égale à la disponibilité à fois l'énergie contenue. Le bulk intervient ici comme un filtre ou une condition de disponibilité fonctionnelle. Le milieu laisse plus ou moins convertir, transporter ou réaliser ce qui est contenu dans le système. Cette distinction évite une lecture trop brute des quantités physiques, souvent trompeuses. Elle donne une traduction physique concrète à la grandeur A, qui cesse d'être purement abstraite. Une perte de performance est alors lue comme une réduction du mobilisable et non une disparition du contenu. À côté de la disponibilité locale, nous introduisons la lecture globale du régime, la cohérence K. K représente une lecture synthétique de la manière dont un domaine se tient globalement du point de vue du bulk. K doit rester compacte dans le manuscrit principal pour préserver la hiérarchie du projet. Elle ne doit pas rivaliser avec I, mais être comprise comme une lecture condensée du régime global. Cette lecture globale intègre deux grandeurs duales, le shuhu et la mobilité M. Le shuhu représente la viscosité locale ou le coût dynamique imposé par le milieu. La mobilité M représente l'ouverture effective laissée au processus physique. Cette dualité donne une forme duale et lisible au régime local, facilitant l'étude des réponses physiques.
Tout se raccorde profondément à la couche avancée du bulk, mémoire, structure fine et géométrie discriminante. Nous condensons enfin le bloc de réponse locale R, montrant que les réponses dépendent de l'état réel du milieu. Ce chapitre prépare également la lecture locale spécialisée, distinguant topologie propre et effective. Nous restons sobres, fournissant la version minimale injectable sans surcharger le cœur du modèle. Retenons, le champ se projette dans A, distinguant le contenu du mobilisable sous le contrôle de K. La passerelle est établie. Nous sommes prêts pour le programme expérimental différentiel. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui le pivot scientifique de notre manuscrit, la méthode de confrontation au réel. Nous entrons dans le chapitre 8, consacré aux observables et à la logique différentielle. Après avoir établi notre noyau théorique cohérent, de la distinction entre espace et bulk jusqu'à la lecture régimale, il nous manque un point essentiel, la manière concrète dont ce cadre se confronte aux données. Il ne s'agit plus de dire ce qu'est le bulk, mais de préciser comment penser les données, comment organiser les contrastes et comment construire une logique expérimentale qui reste cohérente avec la nature différentielle du modèle. Pourquoi le modèle ne doit-il pas chercher d'abord un signal absolu ? Une théorie du bulk structuré ne se prête pas naturellement à la recherche d'un signal massif et immédiatement isolable. Les observables sont toujours médiés par des processus physiques qui dépendent eux-mêmes du bulk. Les effets attendus peuvent être faibles, distribués ou imbriqués dans d'autres contributions. Prenons une image. Imaginez un chronomètre dont le mouvement dépend de la densité du milieu où il est plongé. Vous ne lisez pas le temps, vous lisez une réponse. Dans le miel du bulk, chaque tic-tac est une négociation avec la viscosité locale. C'est cette interaction que nous appelons une observable. Et cette observable est au cœur de notre test. La stratégie la plus robuste n'est pas la chasse au grand effet brut, mais la construction de contrastes structurés entre configurations soigneusement choisies. C'est la logique différentielle. Ce ne sont pas les valeurs absolues qui importent, mais les différences de réponse entre des configurations comparables au premier ordre, mais distinctes du point de vue du bulk. Une observable n'est jamais une lecture pure du milieu. C'est la réponse d'un système physique concret, une fréquence, une phase, un jitter ou une dissipation. Toute grandeur mesurée par un dispositif plongé dans le bulk devient une réponse instrumentée. Le bulk structure les processus et les instruments lisent ces processus. C'est une nuance capitale. Une observable doit être décomposée. Elle résulte d'un mélange de contributions, standard, instrumentale, environnementale et potentiellement celle du bulk. Cette discipline de décomposition est une condition de scientificité. Sans elle, on risque d'attribuer au bulk ce qui relève de simples artefacts instrumentaux ou de variations ordinaires. Pourquoi le contraste ? Parce que la contribution bulk n'est pas identifiable en valeur absolue à partir d'une seule mesure. On compare les configurations A et B et l'on considère la différence delta O. L'intérêt est double. Les biais communs se simplifient et la structure discriminante du bulk, ces géométries qui organisent les différences faibles mais réelles, devient enfin visible. L'identifiabilité est la capacité à distinguer une contribution compatible avec le bulk du bruit expérimental. C'est une exigence aussi vitale que la sensibilité brute de nos instruments. Un dispositif moins sensible, mais mieux protégé contre les biais, offre une confrontation plus solide. La force d'un protocole se mesure à sa résolution, mais aussi à la robustesse de ses contrôles. Nous introduisons une discipline de préenregistrement. Avant l'acquisition ou l'analyse, on fixe explicitement les hypothèses contrastives, les observables et les critères de décision. Cette discipline protège le projet contre les dérives interprétatives a posteriori et renforce considérablement notre crédibilité scientifique en imposant des seuils de décision clairs. 3 familles de protocoles structurent le programme. La première, Jitter et PLL, sondent principalement la cadence, la stabilité temporelle, les fluctuations fines et les désajustements dynamiques. La deuxième famille, l'interférométrie sur fibre verticale, regarde la propagation, les temps effectifs de trajet et les contrastes géométriques verticaux ou structuraux. Elle teste les différences fines. Enfin, les cavités RF accèdent à la dissipation, aux pertes effectives et à la stabilité fréquentielle dans un milieu structuré. Elles révèlent la soutenabilité des oscillations face au bulk. Pourquoi cette tripartition est-elle si forte ? Parce qu'elle couvre plusieurs dimensions du projet sans les confondre, évitant de faire reposer la crédibilité sur une seule modalité. Elle construit au contraire une logique de convergence.
Chaque famille regarde un aspect différent, temps, propagation, perte, mais toutes doivent pointer vers la même réalité. Le programme expérimental se raccorde ainsi naturellement à la couche régimale. Les observables sont choisis là où la différence de soutenabilité du bulk est la plus lisible. Les contrastes expérimentaux sondent indirectement la disponibilité locale, le coût dynamique et la mobilité laissée au processus au sein du régime global du bulk. Pour rester rigoureux, précisons ce que ce chapitre n'affirme pas encore. Il ne fixe pas les seuils numériques finaux ni les budgets de bruit détaillés de chaque protocole. Une différence observée n'est pas automatiquement une validation. Une confrontation sérieuse exige toujours séparation des contributions, contrôle croisé et réplication. La convergence différentielle est notre but. Quand plusieurs familles pointent de manière cohérente vers une même structure du bulk, la lecture compatible gagne alors énormément en poids. Nous disposons maintenant d'une véritable colonne méthodologique. Le manuscrit peut désormais s'achever proprement sur sa conclusion générale. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. L'objet de cette conclusion générale n'est pas de répéter ce qui a été dit, mais de rassembler le cœur du projet TVS-PVSP dans sa forme la plus hiérarchisée et la plus robuste scientifiquement. Elle s'appuie sur l'état le plus stabilisé de notre dossier, reprenant sous une forme condensée les acquis les plus forts déjà clarifiés dans la version longue de nos travaux. Le premier acquis fondamental est la distinction rigoureuse entre l'espace géométrique et le bulk. L'espace reste le cadre abstrait de nos descriptions, dépourvu de substance propre. À l'opposé, le bulk est traité comme le contenu physique actif du vide. C'est un milieu dynamique, doué de propriétés mécaniques et d'une structure interne profonde. Le second acquis est l'introduction d'une variable fondamentale unique, le champ scalaire état, qui représente l'état local du bulk en chaque point de notre univers. Ce champ joue le rôle de noyau mathématique du modèle. Il permet de hiérarchiser proprement tout le reste, les grandeurs dérivées, les réponses physiques et les régimes opérationnels. Le troisième acquis est le traitement de la matière non pas comme un objet isolé, mais comme une source locale de contrainte du bulk, modifiant sa densité et sa viscosité. De cette contrainte naît la gravité, comprise désormais comme un effet émergent des gradients de ce milieu. Le noyau compact du modèle est ainsi formé. Au niveau phénoménologique, nous avons clarifié une distinction cruciale entre le temps intrinsèque et les processus physiques mesurés par nos instruments. Les différences observées entre oscillateurs ou cavités doivent être lues comme des réponses de processus au bulk et non comme une altération du temps lui-même. Cette distinction donne au projet une lecture beaucoup plus rigoureuse des observables. Le temps fondamental reste une grandeur intrinsèque immuable. La couche avancée du bulk introduit une mémoire causale et une structure fine locale, permettant de dépasser la lecture simple du premier ordre apparent. Nous distinguons désormais l'apesanteur faible, simple neutralité apparente, de l'apesanteur forte, qui renvoie à une neutralité plus profonde du bulk. Cette distinction permet d'introduire les géométries discriminantes où deux configurations proches au premier ordre restent physiquement distinctes du point de vue du milieu réel. La lecture régimale permet de traduire le milieu en termes de capacité locale à soutenir des fonctions physiques via la disponibilité A du bulk. Il s'agit de distinguer le contenu de l'énergie mobilisable, introduisant la cohérence globale K et la viscosité locale Shuhu comme paramètres de contrôle. Notre programme expérimental repose sur des contrastes différentiels entre configurations utilisant le jitter et les cavités RF. À l'état actuel, plusieurs éléments forment le cœur solide du projet. La centralité de état, la hiérarchie claire des couches et la lecture émergente de la gravité. Le bulk structuré n'est plus une intuition, mais un cadre scientifique mûr, hiérarchisé et testable. Nous avons ouvert la voie vers une physique du bulk pour les générations futures.